Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro du magazine des étudiants à l'Université catholique de Lille en journalisme. Un programme plutôt chargé aujourd'hui, Paul. En effet, Corentin, nous partirons tout d'abord à l'université, nous resterons à l'université pour une conférence sur la laïcité. Et à ce propos, Olivier viendra sur le plateau pour nous parler tout spécialement de l'édit de l'Alhambra. Ensuite, nous reviendrons longuement avec notre invité, Atsunobu Koira, sur la performance qu'il réalisait dans l'enceinte de l'Université catholique. Une œuvre plastique avec des bougies et de l'orgue. Vous allez voir, c'est super. Ça va être intéressant et on va aussi suivre encore une fois Olivier de Salle pour parler avec Xavier Bertrand à propos des élections départementales. Et ensuite, nous partirons à la Foire aux Livres qui avait lieu ce week-end de Pâques à Rio. Et enfin, on en parlait plus tôt dans l'année, le projet Co-Design arrive à son terme et ce sera l'occasion d'en faire le bilan. Bienvenue dans l'émission T'as vu ? On vous en parlait dans le sommaire et on ne vous a pas menti. On va vous parler aujourd'hui de laïcité, Paul. Et oui, en principe, ce n'est pas compliqué. Il s'agit de la neutralité des institutions vis-à-vis de la religion. Mais Aurélie Pasquelin, Paola Diliès, Louis Caillé et Olivier de Salle se sont rendus compte que ce n'était pas si simple. Regardez. La laïcité est un gros sujet dans notre société. La Déclaration universelle des droits de l'homme tente déjà de légiférer sur le sujet. Ainsi, l'article 18 indique que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Cependant, les événements récents, les attentats de Charlie Hebdo, mais aussi les polémiques sur le port du voile ou la nourriture servie à la cantine, relancent le débat. Dans ces conditions, l'association Boost Yourself a décidé d'organiser à l'Université catholique de Lille une conférence sur la laïcité intitulée « La laïcité est-elle un danger face aux religions ?» Notre société a changé, il y a eu un fort mouvement de sécularisation en France et de plus en plus de personnes se fabriquent leur propre religion. Et en parallèle, il y a une montée de mouvements extrémistes qui se fait davantage au grand jour en France. Et du coup, beaucoup de personnes maintenant affirment que l'affirmation des religions en fait, peut menacer la laïcité. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, avec les événements qui sont passés avec Charlie Hebdo, je pense que justement, on a montré que voilà, il y avait un sentiment d'unité, qui était vraiment important de maintenir un sentiment d'unité en France. Et pour moi, je pense que tant qu'on a conscience à quel point la laïcité c'est quelque chose de précieux et qu'il faut avoir conscience de ce concept, je pense que c'est quelque chose qui va rester durable en France et il faut juste que les gens se rendent compte de la chance qu'on a d'avoir la laïcité en France. Afin qu'ils expriment leur point de vue sur la question, 3 représentants des religions dominantes étaient présents, ainsi qu'une intervenante de l'association Coexister qui lutte pour le bon vivre ensemble des différentes religions. Je ne pense pas que les religions établies, je dirais, soient un obstacle à la laïcité, un danger pour la laïcité. Ce qui pourrait mettre la laïcité en péril, c'est 2 choses. C'est l'extrémisme qui ne respecte pas la loi. Et puis, la deuxième chose qui pourrait menacer la laïcité, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est une religion. Alors, ça, ne soyons pas dupes là-dedans. Il y a des courants laïcistes qui ne supportent pas l'idée même que des hommes et des femmes croient, on va dire, en Dieu et s'organisent en groupe. Ils voient là une menace. La laïcité peut être menacée par un laïcisme qui voudrait restreindre à ce point la place des religions dans l'intimité personnelle qu'elle lui dénie toute place Pour publique. le père Bruno Cazin, c'est l'occasion d'identifier 2 vraies menaces à la laïcité. Pour le rabbin Élie Dahan et Christophe Jacobs, le propos était à l'apaisement. Toutes 2 se sont en effet efforcées de prouver que les religions ont bien dans leur fondement une dimension de pouvoir vivre ensemble. Christophe Jacobs ajoutait notamment pourquoi l'islam est en voie d'adaptation. C'est d'abord savoir quel est ton espace et quel est l'espace réservé à l'autre. Et pour pouvoir laisser la place à l'autre, d'abord savoir quelle place je tiens moi-même. Les religions qu'on représente nous aujourd'hui ont tout, je veux dire, pour installer la cohabitation, le coexister, le vivre ensemble. Tout simplement parce que nous sommes les seuls à croire qu'il y a eu un créateur et que ce créateur est notre père et un père commun qui était Adam. Et à partir de là, on se concentre beaucoup plus sur ce qui nous unit plutôt
que sur nos différences. Il y a une question à se poser avant cela. C'est est-ce que les musulmans sont prêts, eux, à chercher dans leurs références théologiques une interprétation qui permette de passer le cap indigeste que plutôt en France les catholiques, mais aussi les protestants et les juifs ont su passer et digérer. Oui, je pense que c'est possible. C'est que la majorité des musulmans en France, non seulement n'ont pas de problème à vivre en France en tant que musulmans, mais en plus ne se définissent pas uniquement comme étant un musulman, et enfin, lorsqu'on les interroge clairement, ne voient pas un ailleurs où l'herbe serait plus verte. On cantonne souvent l'islam, on va dire, à des considérations politiques, sociales, ou des choses liées à l'obscurantisme, ou des choses liées à l'intégrisme, ou des choses liées au fondamentalisme. Le fait des adorations, il n'y a rien qui est relatif à un pouvoir politique ou à la sphère publique. Tout est relatif à notre relation avec Dieu. Dans la tradition démocratique, l'heure était aussi aux questions et aux disputes. La conférence, qui avait démarré fort avec une question coup de poing, a finalement fait consensus, bien loin des tensions sociales que l'on ressent dans le contexte actuel. La laïcité est-elle un danger du fait de la religion? Vous allez assimiler danger avec laïcité et religion. Le mot danger est à supprimer. Donc Paola nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Paola. Bonjour. Alors le thème de la conférence était la laïcité est-elle menacée par les religions? Alors la question, je te la pose directement, est-ce que la laïcité est menacée aujourd'hui? Je ne pense pas que le principe de laïcité soit menacé. Ce serait plutôt ce qui menace la laïcité, ce serait une mauvaise interprétation de ce concept et d'en faire plutôt un prétexte d'exclusion ou d'interdiction, de négation des signes religieux qui font l'identité des personnes. Plutôt que d'en faire le principe qui était celui de pouvoir faire vivre ensemble des pratiquants et des non-pratiquants. Et alors, dans votre reportage, on voit beaucoup de personnes religieuses, des représentants religieux, oui. Et pas de personnes qui représentent la laïcité comme des agnostiques ou des athées. En fait, il y avait aussi ce jour-là une représentante de l'association Coexister. Elle s'appelle Victoire de Gourcuff, elle est secrétaire de Coexister. Donc Coexister, c'est une association laïque interreligieuse faite par des jeunes qui luttent donc pour le vivre ensemble des pratiquants et des non-pratiquants. Ils ont à ce sujet écrit un manifeste selon un concept qui s'appelle la coexistence active. Donc ils ont écrit le manifeste de cette coexistence active qui serait le savoir-être essentiel qui demande à chaque individu de ne faire ni l'économie de son identité, ni de son ouverture aux autres. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois ferme et enraciné dans son identité propre et à la fois ouvert aux autres. Donc ça, c'est le concept clé qu'ils ont mis en place. Il se pratique selon 3 mots-clés qui sont selon le dialogue, la solidarité et la sensibilisation. Et donc par ces 3 grands thèmes, ils organisent plein d'événements qui visent à la promotion des différentes cultures, des différentes religions. Ils organisent des débats, des conférences, des voyages, des repas, enfin des rencontres, voilà, pour que les pratiquants et non-pratiquants puissent se comprendre mieux et enfin voilà, selon ce principe. Alors là, à la base, c'était une conférence, c'était un débat, c'était une conférence et un débat. Est-ce qu'il y a eu le débat justement? Parce que c'est un thème qui, a priori, soit il y a un consensus complet, soit il y a un débat vraiment très animé autour du justement, sujet. le mot laïcité, c'est un mot quand même qui est grand, qui est plein de promesses, qui est très consensuel au final. Hein. Tout le monde aime bien la laïcité, on peut dire ça comme ça. Donc c'est une conférence qui en fait a pris plutôt le parti de traiter le sujet de façon quand même très large. Donc chaque intervenant donnait son point de vue sur la façon de bien vivre ensemble, de permettre de bien vivre ensemble. Donc c'est une conférence qui a effectivement fait c'était très consensuel au final et c'était assez loin, je trouve, des polémiques sociales chaudes à propos du voile, à propos des repas de substitution, etc. Ouais, qu'on a vu pendant la campagne des qui eux départementales. font polémique, là c'était pas vraiment dans le débat, je crois qu'on n'en a pas du tout parlé. Donc ça c'est un peu dommage parce que du coup c'est resté très consensuel. Il y a eu quand même tout de même une remarque comme on l'a vu dans le reportage de Jean-Charles Desquiens qui disait que la question avait été mal posée et qu'il ne fallait pas assimiler le mot de danger directement dans la question de la conférence. Voilà. D'accord, on va continuer à parler un peu de laïcité avec une chronique préparée par Olivier Dessal qu'on va accueillir tout de suite sur le plateau.
Et voilà, donc nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Paul. Alors tu vas nous parler aujourd'hui de la signature de l'édit de l'Alhambra et par la même occasion donc de laïcité. Oui, bon, enfin bref, parler de laïcité avec l'édit de l'Alhambra, c'est pas beaucoup, c'est plutôt un sujet d'histoire religieuse et surtout un grand moment important pour l'histoire juive quand même, hein, l'édit de l'Alhambra. Alors, surtout que la signature de l'édit de l'Alhambra a lieu en 1492, qui est une grande date dans l'histoire, quand même qu'il faut le noter. Alors, cet édit quand même demande sous les 3 mois que les Juifs quittent l'Espagne. Alors, voyez-vous, les rois catholiques ont pris une telle décision. Ils n'étaient pas champions, quoi, du coup. Oui, ils n'étaient pas franchement champions, mais bon, on va reprendre quand même un contexte, puisque en 1492, c'est quand même au mois de janvier la prise de Grenade. Les rois catholiques donc mettent fin au moins à 7 siècles de présence musulmane en Espagne. Et donc, voilà, en même temps, ils ont aussi institué, grâce à l'aide du pape, l'Inquisition, qui doit lutter contre les hérétiques, mais pas seulement. Grâce à l'aide du pape, je sais pas. Mais... Oui, parce que c'est quand même eux qui ont demandé au pape d'instituer l'Inquisition, qui va devenir la juridiction religieuse. Et il faut surtout qu'ils luttent contre les juifs néoconvertis qui ont des tendances encore à conserver leur judéité, voyez-vous. Et c'est surtout aussi cela que l'Inquisition va combattre. Il n'y a pas que les hérétiques, mais aussi ces juifs néoconvertis. Alors, bien entendu, donc, dès la prise de Grenade, en même temps, donc, voilà, l'Espagne est reconquise. Ils ont une envie de rechristianiser. Déjà, c'était une volonté des souverains bien auparavant, lors de la Reconquista, voyez-vous. Et donc, le fameux décret est publié le 31 mars. Il sera rendu public le 29 avril. Alors, donc, les Juifs sont contraints soit de se convertir, soit de quitter l'Espagne, mais avec le peu de biens qu'ils ont. Alors, ce qui fait que l'État espagnol confisque l'or qu'ils possèdent, les biens quasiment, voire même les Juifs sont obligés de vendre assez rapidement en dévaluant même leur maison. Alors, ce qui fait que on va voir les Juifs séfarades apparaître partout un peu en Europe, alors qu'ils étaient concentrés, cantonnés à l'Espagne et au Portugal. Alors, bien entendu, donc, ils vont partir aux Pays-Bas, en Italie, au Maroc et même dans l'Empire ottoman. Alors, les historiens estiment qu'il y aura environ 50 000, 300 000 séfarades qui vont partir un peu partout en Europe. Ou alors, on dit que c'est 100 000, 150 000. On ne sait pas très bien, quoi. Mais quand même... C'est un gros chiffre, ouais. Ouais, ça reste quand même un gros chiffre. Surtout à l'époque, il n'y avait pas... Ça reste quand même un gros chiffre, mais quand même, on ne sait pas très bien, quoi. Alors, au final, quand même, cet édit va rester en application, même en même temps que l'Inquisition. Il faut noter que l'Inquisition va quand même rester jusqu'en 1834. Quand même, Napoléon Ier va quand même tenter de mettre fin lors de sa tentative de prise de l'Espagne entre 1808 et 1814. Mais quand même, quand il y aura la restauration monarchique en Espagne en 1814 avec Ferdinand VII, bon bref, je me perds même dans mes endroits, voyez-vous. Alors donc, quand il y aura cette restauration monarchique, cette tentative de suppression va être suspendue jusqu'à son abolition en 1834. Mais quand même, il faut noter que cet édit, même s'il va tomber en désuétude à partir de cette période-là, restera quand même d'application jusqu'en 1967. Le général Franco va quand même être le gouvernement plusieurs franquiste. centaines d'années, quoi. Voyez-vous, donc c'est quand même plusieurs centaines d'années qu'il faudra attendre. Même, donc c'est très récemment que cet édit a été quand même abrogé. Alors Olivier, est-ce que tu t'y connais en art contemporain? Oh, pas trop même. Eh ben, tu vas voir, on va te faire découvrir un artiste. Hein, Corentin? Ouais, originaire d'Hiroshima au Japon, Atsunobu Koira est venu en France y faire ses classes en tant qu'artiste plasticien. Il a honoré l'université catholique d'une exposition à ses murs intitulée Trinité. On regarde le reportage signé Paul Sion, Charlotte Enfray, Sonia Rivière, et c'est tout. Et c'est tout. Le japonais Atsunobu Koira propose ce mardi une performance exceptionnelle dans la salle d'exposition de l'université catholique de Lille. Le Nippon, en résidence dans les 7 universités de la Cato, a travaillé plus particulièrement ici avec les étudiants en environnement, en médiation et avec l'ICEN. Je pense que la performance qui va être réalisée à l'Université catholique de Lille est la plus complète, puisqu'elle va associer la musique, l'orgue dans la chapelle, donc sur les fenêtres, l'herbier qui a été réalisé à partir des plantes du jardin botanique,
et aussi donc le travail d'acoustique des étudiants de l'ICEN qui va permettre de transférer ce son de la chapelle dans la salle d'exposition et faire vibrer la flamme qui va aussi donc donner du relief, un relief différent à l'herbier au fur et à mesure du balancement de la flamme. Le projet d'abord artistique a aussi une vraie visée pédagogique, ce qui apporte beaucoup aux étudiants. Le but, c'est que l'artiste puisse à la fois continuer son travail, poursuivre son travail d'artiste, faire des expérimentations, mais aussi de permettre à des étudiants, surtout, d'être sensibilisés à l'art contemporain et de pouvoir échanger avec un artiste, de pouvoir travailler sur une démarche artistique contemporaine. C'est une occasion de travailler en groupe sur un projet qui, à la base, très franchement, ça ne me disait vraiment rien du tout. Et au final, ça a permis de découvrir du monde, de travailler avec des gens avec qui on n'aurait pas vraiment forcément travaillé. Moi, je dirais déjà une ouverture d'esprit. Donc c'est important, c'est un monde qu'on ne connaît pas forcément. Et surtout, une exposition, un vernissage, moi, j'avais jamais assisté à ça. Puis, moi, je trouve que ça nous a appris aussi à respecter des protocoles, comme l'herbier, par exemple, on n'en avait jamais fait. Il faut respecter à des règles bien strictes, changer régulièrement pour éviter que l'humidité elle gâche les plantes, et à s'adapter aussi aux vœux de l'artiste, parce que parfois nos idées, elles n'étaient pas tout à fait pareilles que les siennes, et donc on s'adaptait, on échangeait, et à la fin, on arrivait à rendre un truc qui allait à tout le monde. Et puis même d'un point de vue botanique aussi, on a appris à se servir d'une clé de détermination pour savoir nommer les plantes, etc. Donc, En fait, toutes les études, mine de rien, elles peuvent se rencontrer sur le domaine artistique. Rendez-vous donc ce 31 mars pour la performance et pour admirer la collaboration entre Atsunobu Koira et les étudiants. Voilà, de retour sur le plateau après ce reportage. Alors bonjour Atsunobu Koira. Bonjour. Ça va, la forme ? Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le déroulement de cette fameuse performance ? Je suis dans la résidence de l'Artu, artiste rencontre territoire et université. Et en fait, le but de travailler dans l'université catholique, c'était travailler autour de herbiers, travailler autour de jardins botaniques de votre campus et de nouvelles technologies à l'ICEN. D'accord. Donc, quel est le but de la performance, Comment ça va se goupiller au final entre ces deux univers qui sont plutôt différents au final? Oui, donc en fait, oui, comme deux disciplines est assez différent. En fait, moi, j'ai fait un rôle de direction artistique pour les deux disciplines. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y en a deux disciplines et troisième. Donc ça fait trois éléments qui est réunis dans l'exposition. C'est pour ça qu'on appelle le Trinité dans cette exposition. Et donc il y aura donc une performance à l'orgue, il y aura l'herbier et puis aussi cette flamme là avec le son de l'orgue qui sera retransmis dans la pièce. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme message Donc en fait moi je voulais je voulais vraiment valoriser de matériel qu'on ne peut pas trouver dans le virtuel. Là, c'est vraiment, il faut y aller, il faut déplacer jusqu'à la salle d'exposition pour sentir l'odeur de la bougie, de cire d'abeille et aussi voir le mouvement de flamme en vrai. Donc là, il y a aussi l'herbier qui se colle vraiment sur les fenêtres. Donc c'est tout élément et de vrais matériaux, pas de virtuel. Et plus largement, qu'est-ce que vous essayez de transmettre à votre public à travers votre art ? Au public, oui. Justement, c'est ce que j'ai dit, que je voulais vraiment qu'on sentir non seulement aux yeux, mais aussi par les oreilles et l'odeur, de sentir avec des cinq sens. Avec les cinq sens, d'accord. Et comment s'est déroulée alors la collaboration avec les étudiants en botanique, avec l'ingénierie du son, etc. Comment vous avez vécu cet échange de vous en tant qu'artiste avec des étudiants qui ne connaissent pas forcément tous, on l'a vu dans le reportage, ne connaissent pas tous forcément le monde artistique. Ça va, vous avez réussi à vous comprendre ? Oui, parce qu'en fait, moi, en tant que forme de l'exposition, moi, je voyais un peu de ce que je voulais. Donc, en fait, je voulais que... le reste, c'était comment je fais comprendre de ce que j'ai envie de faire avec leur recherche. Et je ne voulais pas juste qu'ils travaillent pour moi, je voulais qu'ils participent comme un des artistes de cette exposition. Vous aviez quand même une idée assez précise de ce que vous vouliez faire au final. Oui. D'accord. Et alors, vous avez étudié aux Beaux-Arts de Paris, oui. au Frénois à Tourcoing. Oui. Depuis combien de temps vous êtes en France, en fait ?
Moi, je suis arrivé en France en 1997. Donc Ah ouais, ça d'accord. fait 18 ans. Enfin, D'accord. ouais. Pour les études ou vous étiez déjà là dans... D'abord, j'étais dans l'école de mode. D'accord. Et puis, je suis entré à l'école de beaux-arts. Voilà. Et quelles sont les compétences que vous avez acquises, autant au Fresnois qu'aux Beaux-Arts? Alors, vous avez fait de la mode, vous avez fait quoi d'autre exactement? Après 3 ans d'études dans l'école de mode, moi, je voulais je voulais approfondir vraiment dans la recherche artistique. Donc, je suis entré à l'école de Beaux-Arts et c'était pendant 6 ans des études aux Beaux-Arts, moi j'avais la liberté de l'expression, donc j'ai pu approfondir beaucoup de domaines différents. Et au Fresnois, je voulais plutôt approfondir sur les questions de nouvelles technologies et le travail sonore. Oui, qui est bien exploré dans l'art en Nord-Pas-de-Calais, je crois. Est-ce que vous avez senti une différence, alors vous qui êtes donc originaire d'Hiroshima, on le disait, est-ce que vous avez senti une différence entre la vie à la capitale à Paris et la vie ici à Tourcoing dans le Nord? Oui et non, pas vraiment. Question difficile. Ouais, moi je pense que dans le Nord, à Tourcoing, l'île était plus... c'est bien pour artistique parce que déjà il y a beaucoup plus d'espace et, le Paris c'est complètement fou. Il y a plein d'événements. Il y a trop de gens. Il y a trop de monde, donc il y a très peu d'espace pour... Une surabondance différents... oui. Et qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans l'art contemporain en ce moment? Quels artistes? Quelles œuvres vous ont inspiré? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui m'intéresse dans l'art contemporain, c'est l'artiste vivant qui réalise des œuvres par l'influence de l'actualité. Donc c'est ça qui est le plus intéressant dans le milieu. Ancré dans son époque. Voilà, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Je souhaite que je puisse continuer à travailler dans le milieu de réaliser des œuvres. C'est le seul but que j'ai, seul souhait que je veux. Bon, vous remercie. En tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Merci. En espérant que la performance de ce soir se passe bien. Ouais, j'espère bien. Tout dépend de l'organiste. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Alors, par la magie du différé, nous nous retrouvons à la performance d'Atsunobu Koira dont nous vous parlions il y a quelques instants. Donc, nous allons découvrir tout de suite ensemble la performance de cet artiste plasticien japonais ici à l'Université catholique dans la salle des fêtes. Le public était venu nombreux admirer la performance de Atsunobu Koira et les réactions ne se sont pas fait attendre. Je suis ravie de l'ambiance que l'artiste a su créer dans cette belle salle d'exposition. Cette musique d'orgue et tout ça, ces sons-là, ça a un côté très sacré, on va dire, c'est sacralisé dans la chose. Et c'est assez prenant. Les spectateurs ont donc été agréablement surpris par cet artiste japonais et on se quitte en musique. Changer complètement de thème. De l'art, on va passer à la politique. Et du Japon, on va passer à l'Aisne. Xavier Bertrand était à l'Université catholique cette semaine. Olivier Dessal est allé sur le terrain pour lui parler des départementales. On regarde ça. L'Aisne, département en jeu des élections départementales, n'a finalement pas basculé au Front National. Mais elle passe à droite. De passage à Lille le 31 mars, Xavier Bertrand nous a fait part, selon lui, des raisons de cette victoire. Les pronostiqueurs se sont plantés, comme d'habitude. On nous avait dit que le département allait tomber au Front National. C'était une évidence. Les dirigeants du Front National étaient déjà arrogants. Ils se pourléchaient les babines. Vous allez avoir un département. Eh bien, ça ne s'est pas produit. Pourquoi? Ça ne s'est pas produit tout simplement parce que c'est vrai que les candidats du MP-UDI ont fait une campagne de terrain. Et ils ont montré qu'entre les candidats de terrain qu'ils étaient et les politiciens parisiens, ce n'était pas les mêmes. Il y avait un monde de différence. On a aussi montré qu'avec la gestion du Parti socialiste, il y avait aussi une différence. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a beaucoup de gens dans l'Aisne, beaucoup de gens qui ont des difficultés,
qui n'ont pas de boulot, qui ayant un boulot ont du mal à joindre les deux bouts, qui n'ont pas fait confiance au Front National, en comprenant que ça ne marchait pas, que ça ne marcherait pas le Front National. En clair, ils ont dit « Nous ne voulons plus du Parti Socialiste et on ne veut pas du Front National ». C'est la raison pour laquelle l'UMP et l'UDI ont gagné. Pour expliquer la montée du Front National dans l'Aisne, selon Xavier Bertrand, le Parti Socialiste est responsable. La vérité, c'est que les Français aujourd'hui ne veulent plus du Parti Socialiste et qu'ils lui en veulent à mourir. C'est ça la vérité. Parce que les gens, l'autre jour sur un marché, dans le Pas-de-Calais, une dame me dit « J'ai voté à gauche et j'ai le sentiment d'avoir été trahi ». Trahi, le mot est terrible. Parce que les gens ne supportent pas le mensonge. On leur a dit « Sortez Sarkozy, tout ira mieux ». Le chômage n'a jamais été aussi important, n'a jamais payé autant d'impôts. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je le pense, la montée du Front National s'explique en partie par le rejet du Parti Socialiste. Et dans l'Aisne plus qu'ailleurs, ça n'est pas moi qui le dis, mais un sondage l'a montré très clairement, 28% des électeurs de François Hollande en 2012 votent aujourd'hui Front National. Cependant, le Front National confirme son statut de premier parti du département comme aux européennes. D'ailleurs, on peut toujours s'interroger sur les reports de voix de l'UMP vers le Front National en cas de second tour PS-FN. De même, le canton de Vic-sur-Aisne, où la droite était absente au premier tour, a été gagné par le Front National. Avec une majorité relative de la droite au conseil départemental, une alliance avec le Parti Socialiste reste impossible pour Xavier Bertrand. Les magouilles du style 4e République, les manœuvres pour le 3e tour, c'est pas mon truc et ça sera jamais mon truc. Les électeurs dans l'Aisne ont voulu que l'UMP et l'UDI aient la majorité même relative. La majorité relative, ça suffit pour l'élection du président. Alors on va faire les choses clairement. Le 3e tour doit être aussi clair que le 2e tour. Suite à cette élection, l'Aisne risque d'être difficilement gouvernable, même avec l'UDI Nicolas Fricoteau à sa tête. En tout cas, place au régional en décembre, où cette fois-ci, Xavier Bertrand est candidat. Bonjour Olivier. Bonjour Paul. Alors, bonjour plutôt. Oui, bonjour. Bonjour. Et tu es partout, hein, décidément. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi Xavier Bertrand était présent à l'Université catholique de Lille? Alors, Xavier Bertrand était venu à l'Université catholique de Lille, puisque l'entretien a été réalisé quand même le 31 mars, pour une rencontre, un débat avec des étudiants de la faculté de droit. Alors, il a partagé son expérience politique, un peu son expérience personnelle, hein. Il a parlé un peu de politique, par exemple, des sujets comme... Il a redit, par exemple, qu'il voudrait supprimer l'ENA, par exemple, voire même qu'il ne veut pas, par exemple, que le pognon au niveau des campagnes présidentielles, par exemple, qu'il y ait trop d'argent, qu'il pense que le fonctionnement actuel le cadre actuel réglementaire des campagnes présidentielles est bien géré, bien défini, parce qu'il ne veut pas des campagnes à l'américaine, si vous voulez. Mais bon, voilà quoi. Après, il a parlé un peu de son expérience aussi... de ministre aussi. Est-ce qu'on peut aller plus loin en disant qu'il est contre la politique professionnelle parce qu'il en profite quand même un peu au final? Oui, alors c'est sûr qu'il avait aussi parlé de politique parisien. Hein. Il se considère qu'il essaye il veut être détaché du parisianisme. Hein. Même dans sa conférence, il a critiqué un peu les élites parisiennes. Il dit que par rapport à Paris, les électeurs sont différents en province. Donc... forcément, il y a moins de vote Front National, on l'a vu au départemental, voilà. Il y a un vote beaucoup plus socialiste, je crois aussi. Normalement, l'Aisne était surtout un vote socialiste. Je suis électeur de ce département. Et là, depuis quand même ces 2 dernières années, l'Aisne est quand même... il y a une forte percée du Front National. Quand même, aux dernières élections européennes, c'est 40%. Et là, au 2e tour de ces départementales, le FN est quand même le premier parti, avec au moins 44%. Pourtant, ils n'ont au moins que 4 cantons, donc 8 élus, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as entendu parler de la foire aux livres? On change complètement de sujet. Là, je n'ai pas trop suivi. J'ai plutôt suivi les élections départementales, tu vois. Forcément. On va en parler justement avec Caroline Gouraud et Aurélie Pasquel. On regarde ça tout de suite. Durant ce week-end de Pâques s'est tenue la 18e foire aux livres de Lille. Les 4, 5 et 6 avril, les ouvrages ont envahi la place Rio pour le plus grand plaisir des lecteurs. Cet événement est organisé tous les ans par les Lions Club de Lille qui récupèrent des livres tout au long de l'année pour préparer cette braderie littéraire.
Alors chaque club a entre 20 et 25 membres, donc 5 clubs masculins et un club féminin. On n'est pas encore dans la parité, mais on s'y approche. Ça fait à peu près une bonne centaine, mais la commission Foire aux livres regroupe une douzaine de personnes. Il y a 2-3 personnes par club. On se réunit une fois par mois, parce que là, ce qu'on voit ici, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que rue Jean-Bart, où on stocke nos livres, il y a pratiquement 3-4 fois ça en livres, et on a un renouvellement régulier puisque les gens nous apportent ou on la récupère dans les médiathèques. Donc il faut trier, il faut classer, il faut jeter, il faut arranger. Donc c'est un gros boulot de pratiquement 9 mois à raison de 2 ou 3 séances de tri par semaine. Il y a des vieux livres dont les gens se débarrassent qui ont une certaine valeur parce qu'il y a des éditions de 1920, 1930, 1940 de certains ouvrages qui ont une certaine valeur. Tout ce qui est livres d'art, livres anciens, il y a une tente là-bas que vous pourrez peut-être filmer, où là on vend les livres à la pièce et pas au poids. Sinon c'est 5 € le kilo. Le bénéfice, je dirais, est de l'ordre de 15, 16, 17 000 € les bonnes années. Donc divisé par 6 clubs, ça fait autour de 3 000 € que chaque club peut donner à une association. Les 6 Lions Club choisissent une association à laquelle ils reverseront leur part de bénéfices. Parmi eux, la SECPA, les Chiens d'Aveugle et les Blues Roses. Et le but de cette association, c'est de rendre visite dans les hôpitaux aux enfants hospitalisés, enfin pas forcément aux enfants, au public hospitalisé. Et nous intervenons à partir du petit nouveau-né jusqu'au centenaire. Alors nous sommes là aujourd'hui à la Foire d'Olive, nous ne vendons rien du tout, mais ça fait plusieurs années que nous sommes associés à la Foire aux livres qui est organisée par le Lions, puisque comme vous pouvez le voir ici, c'est une action qui est faite au profit de l'enfance en difficulté, et donc quand les Lions Club, puisqu'il y a plusieurs clubs organisateurs, nous reversent une grosse partie du bénéfice de la vente de leurs livres. Pour organiser cet événement, les bénévoles de tous les Lions Club lillois étaient mobilisés. Je fais partie de la commission Foire aux livres, donc on organise tout au long de l'année jusqu'au jour J le tri des livres, et puis voilà, toute l'organisation qui est ici, le transport, les caisses, les équipes, voilà. Donc nous organisons des permanences tous les samedis entre 10h et midi, entre septembre et fin mars. Tout le monde peut venir déposer ses livres. On trie à peu près 6 à 7 tonnes de livres et on en vend ici entre 4 et 5 tonnes. On trie, donc il y a les romans poches, il y a littérature et poésie, histoire, politique, religion, tout l'enfant, les policiers, tout ce qui est vie pratique, santé, etc. Et puis il y a un stand là-bas sur la gauche qui vend les livres anciens et les BD. L'événement a attiré de nombreux visiteurs malgré le temps qui n'était pas forcément de la partie. Rendez-vous l'année prochaine, même week-end, même endroit. Donc, Caroline, bonjour, tu nous rejoins sur ce plateau. Bonjour. Quelles associations étaient présentes sur place, à part les Blues Roses qu'on a vu dans le reportage? Alors, il y avait 6 associations, parce que chacun des clubs qui organisent la Foire aux livres choisit une association et lui reverse des bénéfices. Donc, il y avait par exemple les Clowns de l'Espoir, la SECPA, les Chiens Guides d'Aveugle, l'école à l'hôpital et la maison. Et en fait, chaque association peut être suivie durant plusieurs années par les clubs, ou ils peuvent le faire simplement pendant 1 ou 2 ans. Et cette année, par exemple, le club de Lille Opéra avait décidé de reverser tous ses bénéfices aux Chiens Guides d'Aveugle, et le feront également l'année prochaine, et tout ça, ça servira au dressage d'un chien. Ok, on a vu dans le reportage de la littérature policière, on a parlé politique, etc. Mais je me demandais, avec le succès de 50 Shades of Grey, il y a eu de la littérature érotique sur place ou pas du tout? Écoute, on a vu des 50 Shades of Grey, donc voilà, c'est déjà ça. Et puis, il y a peut-être dans les coins 1 ou 2 harlequins qui traînent, mais j'en ai pas vu plus que ça, je t'avoue. Et que deviennent les livres qui ne sont pas vendus au final du coup? Les livres qui ne sont pas vendus sont gardés pour essayer de les revendre l'année prochaine, et ceux qui sont trop abîmés, ceux-là sont séparés des autres et ils seront recyclés. D'accord. Alors dis-moi Caroline, est-ce que tu connais le concept de co-design? Co-design, ton emploi, ça te dit quelque chose? Oui, on en a déjà parlé. Oui, en effet, on en a parlé il y a quelques mois, on était allé à la découverte de ces jeunes qui donc participent à un programme ils sont donc issus de la mission locale, ils participent à un programme en collaboration avec l'université. Et là, la semaine dernière avait lieu la soirée de clôture.
de ces programmes co-design. Et donc c'était un peu l'occasion de faire le bilan. Donc on se rend tout de suite à cette soirée de clôture. Souvenez-vous, en janvier dernier, nous étions partis à la rencontre de jeunes qui essayaient de créer leur entreprise dans le cadre du programme Co-Design. Mon projet personnel, donc c'est un bar taverne à concert avec de la musique locale et de la bouffe locale. Je veux créer une entreprise en fait de production audiovisuelle. En gros, fournir en fait tout un tas de services sur le support audiovisuel pour booster la com en fait des petites entreprises et associations locales. Mon projet, c'est un lieu de restauration légère ouvert du matin au soir qui propose uniquement des petits déjeuners de différents pays. Alors, mon projet, c'est la création d'un complexe artistique, pluriartistique même, un lieu en fait où toutes les formes d'art seront pratiquées, praticables ou diffusables. Alors moi, j'ai pour projet de créer un cybercafé-librairie basé sur de l'événement, principalement e-sport, mais du rétro gaming, tout genre de jeux vidéo. Donc mon projet, c'est la création d'une marque de vêtements. Donc ce serait des vêtements produits en France par des personnes en difficulté financière. Je veux construire une plateforme dans laquelle je pourrais proposer des services autour des loisirs. Aujourd'hui, après 6 mois de travail intensif, ils présentent leur projet final. L'heure est au bilan. Ça m'a permis de bien poser mon projet, ça m'a permis de faire, de pouvoir un peu plus évoluer là-dedans, parce que si j'avais pas fait ce truc-là, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et puis voilà, j'ai rencontré plein de gens très intéressants, et enfin c'était une aventure entre guillemets assez enrichissante sur le plan humain et professionnel. Les interactions qu'on a pu créer au sein du groupe, c'est ce qui a fait justement mûrir chacun des projets qui vont être présentés ce soir. Ça m'a apporté pas mal d'idées, d'améliorer mon concept, le rendre un peu plus précis, sans incohérence. Les 6 mois de co-design leur ont permis de progresser énormément dans la construction de leurs projets personnels et professionnels, pour aujourd'hui avoir une démarche qui est quasi professionnelle. Fort de toutes ces rencontres, où en sont maintenant les étudiants et quand comptent-ils ouvrir leur entreprise? Réponse. Je suis en train de construire mon business plan et dès que c'est fait, j'ai repéré des bâtiments sur l'île et j'essaie d'avoir un bâtiment. Donc je vais bientôt prendre contact bien avec la mairie pour bien me positionner dessus. Et en gros, je vais essayer de lancer la machine le plus rapidement possible et je cherche des fonds. Donc si vous avez un peu d'argent qui traîne dans vos poches et que vous voulez les investir quelque part là où ça rapporte, appelez-moi. J'en suis à 2 étapes de la fin de la création. Voilà, l'étape du business plan et le lancement. Il me manque plus que ça. Je compte me lancer d'ici entre juillet et novembre. Ça va dépendre du marché, mais entre ces eaux-là, normalement, je risque de me lancer. Pas avant quelques années, histoire de ciseler un peu plus le projet et qu'il soit vraiment au top. Là, actuellement, j'en suis sur l'étude de marché et j'espère ouvrir au maximum d'ici 2 ans. Certains d'entre eux ne sont donc pas prêts à ouvrir leur entreprise, mais tous sont heureux et ne regrettent pas de s'être lancés dans ce programme. Une nouvelle génération de co-designers devrait voir le jour l'année prochaine pour une nouvelle saison. Voilà pour ce reportage donc, de Charlotte. Alors Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est déroulée cette soirée de clôture alors ? Alors ils se sont tous retrouvés, ils étaient très heureux de cette soirée, ils ont pu chacun montrer un petit film avec leur projet. Il y a Mariam qui a montré son défilé avec ses propres créations, Lucien défilé pour l'aider, il y a Nathaniel qui joue de la guitare, donc l'ambiance était vraiment très bonne. Une ambiance psychédélique, punk rock, rock psychédélique visiblement. C'est vrai qu'il jouait très bien du rock et ça lui correspondait bien, oui. Et en même temps, il y avait aussi un autre style de musique, je crois, aussi complètement... Un groupe de rap que vous connaissez très bien, Paul. Oui, c'était Esprit Freestyle, je crois. Effectivement. Qui sont en lien avec Monsieur Jastrab de la mission locale. Et donc, voilà, qui, pour l'occasion, faisait un petit concert. C'est bien, j'en apprends beaucoup sur le plateau. Je suis entouré de 2 experts, c'est bien. Ouais. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as à nous apprendre? Je vais vous apprendre que c'est la fin de cette émission. Malheureusement pour cette année, du moins, l'année prochaine, on compte sur les Master 1 pour reprendre le flambeau. Mais c'est fini pour cette année, on vous remercie pour... C'était un plaisir en tout cas de partager ça avec tous les spectateurs. J'espère qu'on a fait notre boulot à peu près bien. On remercie Laurent, David Frémy pour toute cette année pleine de rire.
de pleurs aussi. Et de travail quand même. De sueur, ouais, de sang, de stress, de joie et de grands événements. Merci à tous et à la prochaine. À bientôt. Salut.